Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le mois dernier, je suis allée me balader du côté de Bordeaux pour faire quelques interviews d'artistes que j'affectionne particulièrement dans un décor magnifique signé Ness Studio, que je vous conseille au passage. La première personne que j'ai eu la chance d'interviewer n'est autre que Alexandra Weibach, une illustratrice talentueuse et adorable qui fait partie de mes premières sources d'inspiration lorsque j'ai commencé la photomanip. Elle nous parlera de son métier, ses étapes de création, ses inspirations ainsi que de son travail, le tarot de la nuit qui sortira dans quelques mois. Je vous conseille fortement d'aller voir son travail, ça vaut vraiment le coup d'œil. Vous pouvez retrouver tous les liens vers ses créations dans la description de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette interview vous plaira. Si c'est le cas ou que vous avez des questions à poser à Alexandra, n'hésitez pas à laisser un commentaire, elle vous répondra volontiers. Bonne interview! Je suis Alexandra Weibach, je suis illustratrice gothique et fantasy depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Donc je fais des illustrations personnelles, mais aussi des illustrations pour des groupes de métal, des pochettes CD, des couvertures de romans et puis aussi bientôt un jeu de tarot complet, un jeu de tarot de la nuit. Voilà, depuis 2003, donc j'ai commencé en rejoignant DeviantArt. Et donc j'étais parfaitement autodidacte, je connaissais rien du tout à la photomanipulation, j'ai vu ce que faisaient les autres et j'ai eu envie d'essayer. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Alors sur DeviantArt, il y a très longtemps, il y avait une photomanipulatrice qui s'appelait Alexandra. Ça ne s'invente pas. Et elle faisait pareil des photomontages un peu gothiques, dark, à base de photos. Puis il y avait également Morgana, d'Iberian Black Arts. Lady Morgana, en fait, elle est modèle et elle fait également des montages, des photos. Et donc en voyant ce qu'elle faisait, je me suis dit c'est ça que je veux faire. C'est exactement ce que je veux faire. Donc je me suis inscrite et je me suis lancée. Pas du tout, pas du tout. J'ai fait des études littéraires et j'ai découvert la photomanipulation tout simplement en allant sur DeviantArt. Donc du coup, j'ai vu ce qui se faisait, j'ai pris des photos de stock, des photos libres de droit, et puis j'ai essayé de refaire un peu la même chose. Alors j'ai tâtonné au début, j'ai regardé des tutoriels, et puis petit à petit, j'ai commencé à faire mes propres montages. Je me suis dit un jour, bon allez, faut que je les publie. J'ai créé une galerie, je les ai publiés, et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Mais vraiment aucune formation standard dans le graphisme. Tout par passion. Franchement, bravo. Merci. Alors j'ai pas choisi. En fait, ça s'est un peu imposé à moi. Comme je t'ai expliqué, j'ai commencé à en faire et petit à petit, les gens se sont intéressés à mon travail. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai choisi. J'ai choisi de les montrer juste, mais après ça s'est un petit peu imposé. Les gens ont commencé à voir mon travail, que ce soit les groupes, les maisons d'édition. Et du coup, j'ai eu des demandes qui sont arrivées, donc je m'y attendais pas. Je me dis, un groupe qui veut que je travaille pour eux. Et voilà, ils ont trouvé mon travail principalement sur DeviantArt, vu que c'était la seule galerie gros site qui existait à l'époque. Et c'est comme ça après que ça s'est imposé. Après, j'ai aimé ça. Si j'avais pas aimé travailler pour les autres, j'aurais pas continué ou j'aurais pas dit oui. Mais disons que c'est pas vraiment un choix de base. J'ai présenté mes illustrations et les gens sont venus vers moi. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors je n'en vis pas du tout. Et c'est pas difficile, parce que justement j'ai choisi de pas en vivre. Donc c'est logique. Non, effectivement, non, j'en vis pas, c'est vraiment aléatoire. J'ai essayé un tout petit peu d'en vivre à une période, il y a 7-8 ans, mais vraiment c'était pas possible, donc j'ai pris un boulot, comme tout le monde. Et puis je fais ça à côté, ce qui me permet de garder la passion et de choisir exactement avec qui je veux travailler, quand je veux travailler, et surtout de ne pas être obligée de me mettre à faire n'importe quoi pour de l'argent. Donc voilà, c'est pour ça. Je le garde vraiment en passion, et puis si un jour ça explose, ça sera très bien, mais pour le moment je préfère le garder un petit peu à part. Je le trouve. Comme c'est une passion, c'est pas compliqué de trouver du temps. C'est le soir, dès que je rentre, je pose mes affaires et puis j'enfile ma deuxième casquette, donc j'attaque la deuxième journée. C'est le soir jusqu'à minuit, 1h, c'est les week-ends, c'est pendant les vacances. Il m'arrive des fois de poser des jours de congé exprès pour pouvoir le faire. Donc j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui est très ouvert à ça et qui me laisse du temps et qui me gêne pas. Et c'est vrai que sinon ce serait pas possible. Mais effectivement, oui, le temps on le prend et quand on aime, de toute façon, c'est pas une corvée. C'est sûr. Parfois, mais pas énormément, parce que comme je le considère pas vraiment comme un métier, je sais que je dois m'accorder des pauses de temps en temps pour pas vraiment exploser. Alors, en général, c'est à chaque fois que je termine un gros projet, j'arrête un peu, le temps de souffler. Mais des doutes, pas vraiment. Parce que je fais ça pour me faire plaisir avant tout.
Donc voilà. Quand je doute, c'est parce que des fois, au bout d'un mois ou deux, j'ai plus beaucoup d'inspiration, des choses comme ça, mais ça, je pense que c'est tout le monde. Tous les artistes, à un moment, ont besoin de souffler, de s'arrêter. Mais pas de gros doutes. Je fais ce qui me plaît et c'est l'essentiel. Les gens suivent, donc ça va. Si après, je me rendais compte qu'il n'y avait plus personne qui aimait mon travail, peut-être que je me remettrais en question ou que j'essaierais de faire autre chose, mais tant que c'est comme ça, ça va. J'essaie de pas trop me laisser affecter par ça, parce que justement, c'est le double tranchant des réseaux sociaux, d'Instagram, Facebook, où il y a des jours, on poste une image, personne la voit, on se dit « Oh, ça y est, j'ai fait quelque chose de nul ». Et en fait, non, faut surtout pas se laisser toucher par ça. Faut continuer, faire ses illustrations, et de toute façon, faut pas se laisser toucher par 3 likes et 2 j'aime pas. Enfin voilà, c'est pas important. Il faut, on crée pour soi, on crée pour avancer en tant qu'artiste et pas pour tous ces retours-là qui sont toujours un peu à prendre avec des pincettes, je trouve. C'est pas facile comme question, ça. C'est la question piège. Je sais pas. Des fois, je me dis toujours que je suis pas légitime. Je me dis, je suis arrivée là comme ça par hasard en autodidacte et je me dis toujours que j'ai de la chance qu'il y ait des gens qui veulent travailler avec moi. Peut-être que quand j'ai commencé à avoir des grosses demandes pour des couvertures de CD pour des groupes un petit peu établis, là, je me suis dit que peut-être j'avais fait une petite part du chemin, mais je garde quand même bien les pieds sur terre et je sais bien où je suis et qui je suis. Donc voilà. Ben oui, mais on l'a tous. Mais c'est normal, on est là. Moi, j'arrive en autodidacte avec mes 3 petits calques. Je sais pas faire un max de fusion. Voilà, j'ai une technique complètement la mienne. Hein, donc c'est même pas une technique du coup. Et c'est vrai que oui, on l'a tous. On l'a tous. On dit c'est pas normal qu'un jour tel groupe vienne nous demander une pochette ou qu'un des plus grandes maisons d'édition françaises nous demande des couvertures. On se dit c'est pas normal. S'ils savaient comment je bricole mes illustrations, ils me le demanderaient peut-être pas. Mais oui, on l'a, c'est normal. Après, si on est trop, si après on se prend la grosse tête, c'est pas cool. Ça serait pas moi en tout cas. Mais c'est grâce à DeviantArt. De toute façon, ce site a vraiment beaucoup joué au début, même maintenant encore de toute façon. C'était en 2003, 2004 où j'ai commencé. C'est là que les groupes, parce qu'au début je faisais plus de pochettes pour des groupes métal, c'est là que les groupes venaient un petit peu chercher les artistes, trouver des idées. Et c'est là que j'ai eu mon premier groupe, un groupe canadien, inconnu, complètement inconnu, qui est venu me demander une pochette. Et après, voilà, ça a fait boule de neige. Hein. J'ai pas démarché parce que voilà, j'avais pas trop confiance. Je crois que c'était un petit peu difficile d'aller à la rencontre des groupes qui avaient peut-être déjà leur graphiste attitré. Donc j'ai préféré laisser venir en fait. J'ai laissé venir, j'ai fait ma galerie et puis j'ai attendu sans me dire tel groupe va forcément vouloir me demander une illustration. Et puis ils sont arrivés en fait, ils sont arrivés tout seuls. Mais je le dis souvent, j'ai eu de la chance parce qu'au début on n'était pas nombreux aussi. Donc voilà, quand j'ai commencé c'était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, la photomanie, tous les arts numériques. Donc je pense qu'il y a une part de chance qui a joué, j'étais au bon endroit au bon moment je pense. Et ça je le sais, j'en suis consciente aussi. J'aime ça depuis que je suis toute petite en fait. Je suis tombée dans l'imaginaire quand j'étais petite. Que ce soit les contes de fées, et puis un petit peu plus tard les mangas, l'animation japonaise. J'ai toujours été dans des univers un peu parallèles, j'ai toujours aimé dessiner, et que c'était des princesses, des fées, des sirènes, des personnages féeriques. J'étais une petite fille unique, toujours un peu dans son coin, donc je ne vais pas non plus tomber dans le gros cliché de la fille toujours toute seule, qui trouvait du réconfort dans l'illustration, mais effectivement j'étais assez solitaire et toujours en train de dessiner, je lisais beaucoup. Donc j'ai ouvert mon imaginaire en lisant beaucoup de contes, beaucoup de romans fantastiques, fantasy. Et c'est comme ça aussi qu'on nourrit son imaginaire, c'est en allant déjà petit s'ouvrir à ce qui existe. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment. Non, pareil, je dessinais parce que j'aime bien ça. J'ai un papa qui dessine beaucoup, qui dessine très bien. Et puis dès que j'ai pu tenir un crayon, j'ai commencé à dessiner. Mais alors ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est-à-dire que si je dessine, c'est manga. Donc ça n'a rien à voir. Voilà, ça va être des chevaliers du zodiaque, ça va être des choses qui ont vraiment absolument rien à voir avec ce que je fais. Mais peut-être qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il y avait des petits... au niveau de la couleur des cheveux, des fois que les cheveux roses, les cheveux verts et les cheveux violets, ça venait peut-être de quelque part aussi. Et tous les thèmes mythologiques aussi, parce que j'ai mangé de la mythologie avec les chevaliers du zodiaque, j'adorais ça quand j'étais petite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tant d'artwork mythologique, que je me suis tant intéressée à la mythologie grecque et tout ça, c'est parce que ça vient de là. Donc depuis toute petite, j'ai ce truc-là. En général, j'imagine déjà l'image et après, je me mets en quête des stocks qui vont me servir pour la réaliser. Donc c'est vraiment rare. Au début, je faisais le cheminement inverse. Je trouvais des stocks qui me plaisaient
et je me disais je peux les transformer de cette façon. Mais maintenant c'est plus dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'imagine mon illustration et après je fais avec les stocks que je trouve. Donc j'ai un premier cheminement où je cherche tous les stocks. Donc tous les stocks qui vont me servir, le modèle, les fonds, les paysages, tout ce que je peux utiliser pour décorer en fait l'image. Une fois que j'ai tout ça, je fais un premier montage, donc très brut, qui est pas très beau d'ailleurs, mais c'est le montage, hein, donc c'est ma base de travail. Et ensuite, une fois que je suis à peu près satisfaite de ce que j'ai fait, je passe à la peinture numérique dessus avec la tablette. Et donc c'est à ce moment-là que l'image prend vraiment forme et que je peux la faire à l'identique de ce que j'avais imaginé. Donc c'est comme ça que ça marche en général. La plupart du temps. Ouais. Ça m'arrive quand je veux pas oublier mon illustration. Par exemple, pour ma série sur le zodiaque, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'ai imaginé le Capricorne enroulé autour d'une colonne. Et donc, j'étais au travail. J'ai pris un petit calepin, j'ai eu l'image en tête, j'ai dessiné vite fait une petite colonne et puis un personnage avec deux, trois effets. Je me suis dit, voilà, comme ça, j'ai posé mon image. Mais non, en général, je dessine pas avant. Ou alors, je dessine sur les calques pour savoir où je vais positionner les éléments, mais je fais pas de croquis préparatoire. J'ai vraiment tout en tête avant de commencer. Alors j'ai beaucoup travaillé avec les stocks de DeviantArt, dont j'ai déjà parlé. Je pense que c'est une bonne base quand on veut commencer, parce que c'est des stocks qui sont libres de droit, les personnes qui les proposent sont des gens un peu comme vous et moi, hein, des personnes toutes simples, donc on peut échanger facilement. Et je pense qu'au début, voilà, j'étais beaucoup sur les stocks de DeviantArt. À force, au fil du temps, je trouve qu'ils sont un peu trop utilisés, même beaucoup trop utilisés, et on ne voit plus que ça. Donc je pense que au bout d'un moment, je pense qu'il faut passer un peu à autre chose, donc je vais vers d'autres banques d'images. Je vais sur Shutterstock par exemple. Shutterstock, c'est là où je vais le plus souvent. Pixabay aussi un peu moins, mais surtout Shutterstock. Ça permet vraiment même de travailler avec des photographes. Souvent, on trouve des photos de très très bonne qualité, ce qui permet aussi de faire un travail forcément meilleur et plus original. Parce que c'est vrai que les stocks de DeviantArt, ils sont vus et revus. Après, il y a aussi des ressources de stock de fonds, des brushes, des personnages qui sont prédécoupés ou des feuilles, enfin des choses, plein d'objets. Donc pour ça reste encore utile. Après, au niveau modèle, là c'est sûr qu'à bout d'un moment, il vaut mieux se tourner vers des photographes ou des banques d'images un peu moins connues. Alors, je dirais que c'est une illustration qui s'appelle Hadès et Perséphone, que j'ai fait il y a 3 ans maintenant. Et je suis tombée sur un stock d'un couple en train de se regarder et tout de suite j'ai imaginé comment je pouvais les transformer. Donc c'est un couple assez gothique, le garçon était blond, la jeune fille brune, et je trouvais qu'il y avait une position qui était assez jolie entre les deux, et tout de suite j'ai eu cette idée en tête. Donc il y a énormément de painting, la photo est restée presque la même pour la base, c'est-à-dire que j'ai pas rajouté énormément de choses en plus, mais il y a un gros travail de painting pour vraiment les transformer, et j'ai failli pas la terminer tellement elle était compliquée à faire. J'ai failli l'abandonner parce que j'en pouvais plus et que j'avais passé 3 ou 4 semaines dessus à tout modifier, à changer les couleurs de cheveux, de vêtements et à les transformer au maximum. Et puis à un moment j'ai dit non, je crois que c'est bon, finalement elle est bien. Je l'ai arrêtée, je l'ai publiée et c'est une de celles qui est le plus appréciée parmi mes créations et c'est une que j'aime beaucoup, vraiment. Je pouvais pas faire plus de toute façon, techniquement j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais apporter à l'image, donc je l'ai laissée telle qu'elle et voilà, elle a fonctionné. Si c'est une création pour moi, ça peut être assez rapide, enfin rapide, toute proportion gardée, je pense que je peux mettre entre une quinzaine et une trentaine d'heures. Donc je sais pas si c'est rapide ou pas. Pour moi, je pense que ça va. Après, si c'est une pochette, si c'est une couverture de roman ou même une carte pour un jeu tarot, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a des allers-retours avec la maison d'édition et les artistes. Mais en moyenne, je dirais entre 15 et 30 heures. Puis après, ça peut aller beaucoup plus. 3 semaines pour Hadès et Perséphone quand il me donne du fil à retordre. Mais effectivement, ouais, faut compter une moyenne comme ça. Il faut prendre en compte aussi la recherche de stock, la recherche de matériel, les idées. Donc oui, ça peut vite grimper. Ouais. Alors comme je te le disais tout à l'heure, j'aime énormément la mythologie. Ce qui fait qu'il y a tellement de thèmes, de mythes, de personnages que c'est vraiment pour moi un vivier d'inspiration assez impressionnant. Donc je dirais la mythologie en premier, mythologie grecque, mythologie nordique. Si tu connais un peu mon travail, tu vois que j'ai représenté beaucoup de personnages de la mythologie grecque, mais j'aime bien un petit peu les transformer aussi pour les rendre un peu plus modernes, un peu plus fantasy. Donc je dirais la mythologie, c'est une grande base. Après mes lectures, fantasy, gothique, vampirique,
comme de nombreuses personnes de ma génération, Anne Rice, ouais, je peux citer les Chroniques des vampires, la fantaisie un petit peu plus connue. Alors après, bon, il y a le cinéma aussi, j'aime énormément les films de Guillermo del Toro, j'aime Tim Burton, voilà, après c'est peut-être des influences qui sont un petit peu naturelles pour tous les gens qui sont dans ce milieu-là, mais c'est un imaginaire dont je suis assez friande et qui m'a nourrie vraiment depuis longtemps. Donc voilà, un peu de cinéma et puis évidemment beaucoup de musique. Beaucoup de musique, j'écoute du métal. Donc au début, toutes mes illustrations avaient le nom d'une chanson de métal. Et puis à force, ça s'est un petit peu estompé, mais vraiment la musique métal, des groupes comme Opeth, du Doom, Moonspell, j'aime plein de choses, beaucoup de progressifs. Et je trouve énormément d'inspiration aussi dans la musique, juste par le fait de se laisser porter par une musique et tout ce qu'elle peut nous apporter. Et donc je trouve que c'est vraiment une grosse source d'inspiration. D'ailleurs, je dessine en musique tout le temps. Alors, j'aime bien Nathalie Chaud, qui était sur DeviantArt elle aussi à une époque. J'aime bien Marcella Bolivar. En fait, j'aime bien les gens avec qui j'ai des affinités et qui sont un petit peu dans le même univers que moi. Après, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup l'univers de Nathalie Chaud. Je pense qu'elle a su développer un truc assez unique. Et puis, elle est à la fois aussi excellente en tant que modèle, photographe et infographiste. Donc j'aime beaucoup son travail, je le trouve assez fantasy, dark et à la fois un petit peu malsain. Il y a un petit côté un petit peu dérangeant dans certaines de ses créations que j'aime bien. Donc ouais, c'est une artiste que je vous recommande si vous la connaissez pas, Nathalie Chaud. Elle est lituanienne, je crois, ouais. J'en ai beaucoup. Alors déjà, j'ai réalisé un de mes rêves, c'est travailler avec Anneke van Riersbergen, que j'adore, c'est ma chanteuse préférée. Donc le jour où j'ai reçu un mail de son management pour travailler avec elle, déjà je crois que c'était assez énorme. Donc c'était un rêve qui devenait réalité. Donc déjà ça c'est chose que je peux barrer sur ma checklist. Après évidemment ça serait travailler pour des groupes que j'adore. Et donc comme je disais tout à l'heure, Opeth, Moonspell, Porcupine Tree, Steven Wilson, toutes les Pain of Salvation, tous les groupes que j'aime. Je crois que si un jour je travaille pour l'un de ces groupes-là, je crois que j'aurais débloqué quelque chose d'assez énorme. Et sinon, j'aimerais bien aussi, j'y ai pensé, mais faire des affiches de cinéma aussi, j'aimerais bien. J'ai pas eu l'occasion de le faire, à part juste peut-être un peu pour m'amuser. Ça me plairait aussi. Et ce qui va arriver aussi plus dans l'avenir, c'est les jeux divinatoires, les jeux de tarot, tout cet univers-là que je viens de découvrir un petit peu cette année en créant mon premier tarot. Et je pense que je vais aller un petit peu plus par là aussi et développer ce côté jeu. Et c'est ça qui va être un peu privilégié par la suite. Mais si Opeth m'écoute, écoutez, je suis là. Alors j'ai été contactée il y a 2 ans maintenant, j'allais dire l'année dernière, mais non, ça fait déjà 2 ans, par Lo Scarabeo, qui est une entreprise italienne qui existe depuis plus de 20 ans et qui est le leader européen des jeux divinatoires. Et ils ont trouvé mon travail, certainement par un site, Facebook, quelque chose, et ils m'ont proposé de faire soit un tarot, soit un oracle, donc je connaissais pas trop la différence. Bon, le jeu de tarot, c'est à peu près 78 cartes, donc c'est même 78 cartes. Les oracles peuvent être des jeux avec moins de cartes. Et donc en fait, ce qu'ils ont voulu directement me proposer, c'est un tarot avec à peu près toutes mes illustrations à l'intérieur. Donc je l'ai réalisé pendant les 2 dernières années. Par contre, un tarot, ça se fait pas tout seul. Il y a le côté illustration, donc pour faire les 78 cartes, mais il y a un côté livret aussi et découverte du monde du tarot. Parce que moi, j'ignorais vraiment comment ça fonctionnait. Je connaissais pas les différences entre les arcanes, mineurs, majeurs. Pour moi, c'était un monde vraiment inconnu. Donc, Lo Scarabeo m'a mis en contact avec Caroline Eskenazi, qui est une auteure de tarot, de romans de développement personnel. Et c'est avec elle qu'on a créé le tarot ensemble. On a travaillé sur la symbolique des cartes, la thématique de la nuit, qu'on a développé ensemble. Et du coup, ça a fait un travail commun. C'est pas juste mon tarot, c'est le tarot de Caroline et Alexandra. Et il sort le 25 octobre de cette année, et aux États-Unis un petit peu avant, mais il sera disponible fin octobre en Europe. Voilà. Et il sera disponible partout. Partout, dans les Fnac, sur Amazon, dans tous les magasins, partout. Voilà. Alors là, je viens de terminer cet énormissime tarot de 79 cartes, donc ça m'a pris 2 ans et c'est
C'était un énorme boulot, vraiment, c'était très 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 long à réaliser. Du coup, là, je suis entre... 2018 pour moi, c'est une année de calme, un peu entre tous les gros projets que je peux avoir. Du coup, cette année, je suis en train d'envisager un peu ce que je peux faire pour l'année prochaine. Je peux déjà te dire que j'ai un nouvel artbook qui sortira à la fin de l'été prochain. Donc j'en dis pas trop plus, mais c'est une sortie internationale, donc on le trouvera vraiment partout. Et je serai amenée à aller un peu le promouvoir un peu partout en Europe, donc ça c'est une bonne chose. Et j'ai un autre projet de jeu divinatoire, un oracle, avec l'Oscar ABO qui est en pourparlers, mais je pense que ça devrait se faire. En revanche, là il faut tout faire, donc il y a encore des illustrations à faire, donc je pense que ça ne sera pas avant 2020, enfin 2019-2020. Voilà, c'est les gros projets que j'ai pour le moment. Je sais pas trop, je dirais il y en a deux. Je dirais que le tarot de base parce que c'est un énorme projet. Donc quand on a 78-80 illustrations à faire, voilà, c'est déjà... Alors je suis pas vraiment sortie de ma zone de confort, c'est-à-dire que j'ai continué à faire ce que j'aimais, mais je l'ai fait en masse, c'est-à-dire que je l'ai fait beaucoup. Donc c'est vrai que ça demande après beaucoup d'investissement. Et ensuite au niveau des créations que j'ai pu faire pour des artistes, c'est le projet de Gentle Storm avec Ariane Lucassen et Anneke von Riesbergen dont je parlais tout à l'heure. Parce que je me suis mis moi-même une petite pression. Quand c'est des artistes qu'on aime beaucoup, on ne veut pas les décevoir. On sait que derrière, il y a des dizaines, des centaines, même plus, des milliers de fans qui attendent. Donc j'avais un cahier des charges qui était à la fois libre et à la fois un peu complexe. Donc j'ai fait... le premier jet que j'ai fait, c'est la pochette qu'on connaît. Mais je dois dire que pour ce projet, j'avais un peu de pression et un petit peu, pas forcément de difficulté, mais il fallait que je m'adapte aussi au style qu'ils attendaient. Et c'est des personnages, c'est des musiciens qui sont connus aussi, donc on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Donc voilà, je dirais c'est le tarot et la pochette pour The Gentle Storm qui étaient vraiment un petit peu difficiles. Mais bon, j'ai réussi, je crois. Très bien. Non, je dirais que c'est pas compliqué, il faut juste être bien positionné dans la façon dont on travaille et savoir, déjà c'est bien de connaître un petit peu les personnes que tu as en face, connaître leurs attentes. C'est pas très compliqué, il faut juste être assez souple en fait, parce qu'il y a énormément de modifications à apporter sur les illustrations. Donc de base j'ai un brief, j'attaque, je fais un petit peu ma base en photo manip, je leur envoie et après eux ils me renvoient leurs idées, on a beaucoup d'échanges. Donc en fait c'est pas compliqué, je pense qu'il faut être juste un peu ouvert d'esprit et puis accepter de recommencer beaucoup. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le côté le plus compliqué dans ces échanges-là, dans cette façon de travailler. Donc après il faut savoir aussi quand dire stop, mais c'est vrai que le client est roi, donc je pense qu'il faut aller jusqu'à ce que l'illustration soit terminée, qu'elle plaise autant à l'auteur qu'à la maison d'édition, parce que c'est important aussi que ça corresponde bien. Donc oui, c'est vrai que des fois, on peut mettre 2 mois pour faire une couverture de roman, donc là c'est vraiment plus long. Ça dépend. Au début, je faisais beaucoup la maquette, c'est-à-dire que je mettais la titraille, le logo, le nom de la maison d'édition. Mais c'est vrai que c'était un peu fastidieux aussi parce que j'avais des retours. Tu peux décaler le titre d'1 centimètre vers la gauche ou c'est un petit peu trop haut. Donc après, c'était plus trop mon job aussi. Je préfère me positionner en tant qu'illustratrice et fournir l'illustration et puis après laisser les maquettistes de la maison d'édition faire ce qu'ils ont à faire. Donc je l'ai fait beaucoup au début, mais maintenant, effectivement, par exemple, quand je travaille avec Brajlon, je leur fais l'illustration et puis ils ont une très bonne équipe de graphistes qui fait le reste. Vaut mieux que ce soit eux d'ailleurs, je pense. Non, au contraire, c'est vraiment agréable, c'est quelque chose que j'aime bien. Et les 3 artbooks ont été très différents. Et il y en a un, c'est un roman graphique, un autre, un roman illustré, un autre, c'est un véritable artbook. Donc les 3 sont différents. Pour chacun d'entre eux, la démarche a été différente de l'autre. C'est-à-dire que pour Requiem, j'avais déjà toutes les illustrations. Donc là, il a fallu trouver un fil conducteur et créer une histoire. Donc là, c'est Arnaud Armand, qui est un ami et qui est scénariste de BD, qui s'en est chargé. Pour le cabinet de curiosité, donc, qui est un roman graphique, là, on est parti d'une série d'illustrations et c'est Hilda Alonso, qui est auteur aussi, qui a écrit tout le roman. Et après, à partir de là, j'ai fait les illustrations et j'ai créé les 64 pages du livre. Et après, pour L'âme de l'enfer, on s'est servi d'illustrations existantes et on a fait un mélange, en fait. Il y avait illustrations existantes et nouveautés, et Wesley Diguet, qui est un auteur aussi, qui a écrit tout le roman. Mais à chaque fois, c'est une collaboration différente, mais c'est très très agréable parce que je ne pense pas être capable, moi, de faire mon propre artbook avec à chaque fois les textes, les illustrations.
c'est beaucoup de travail, donc je préfère me concentrer sur ce que je sais faire et laisser les professionnels du texte, voilà. Je crois que je les ai payés très cher, non, je plaisante. Non, non, c'est des amis. Ce sont des amis à chaque fois et je pense que c'est très important de travailler avec des amis parce que déjà on se connaît, on a des univers qui sont proches et puis c'est tellement plus enrichissant d'avoir la relation amicale en plus de la relation pro. Et donc à chaque fois, bah, oui, on s'est contacté naturellement. Pour Requiem, ça a été naturellement vers Arnaud que je me suis tournée. Pour le cabinet de curiosité, bah, c'est Hilda qui s'est proposée et je trouvais que son univers très dark, très baroque, collait vraiment bien avec l'ambiance que je voulais avoir. Et puis pour l'âme de l'enfer, bah, c'est une décision collégiale. On s'est mis d'accord ensemble, on s'est dit faudrait qu'on fasse quelque chose quand même. Donc voilà, c'était plus... chaque collab est différente, mais elles ont toutes leur richesse. C'est celle qui va venir. Je sais pas, c'est pas facile de dire parce qu'ils sont tellement... Chaque roman, chaque artbook est différent, donc je pourrais pas... Je pense qu'au niveau aventure humaine, le cabinet de curiosité se démarque, et Hilda comprendra pourquoi je dis ça, mais je pense que oui, on a eu quelques galères, et donc du coup ça soude encore plus, donc je dirais ouais, le cabinet de curiosité, ouais. Puis ouais, j'en suis très fière aussi, donc ouais. J'ai connu ce site parce qu'avant même d'être sur DeviantArt, j'avais un petit site, un petit domaine. Ça fait 15 ans déjà, donc ça fait très très loin. Avant les réseaux sociaux, avant Facebook, avant Instagram, il y avait quelques petites, je dirais, artistes, créatrices qui avaient pris l'habitude d'acheter des noms de domaine pour mettre en avant leurs créations ou leurs photos. Voilà. Donc c'était un petit peu le début de ce qu'on peut connaître maintenant, les blogs et tout ça. Donc, de cette façon, j'ai rencontré une américaine qui s'appelle Ashley Nelson, et qui est sous le pseudo HN Soro sur DeviantArt. Et on est devenus amies. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas un DeviantArt? Et je me suis dit, mais pour y mettre quoi? Et puis je me suis dit, bah, je vais le faire et puis je verrai bien après ce que je peux mettre dedans. Et voilà, c'est elle qui m'a fait connaître DeviantArt. Et c'est après, en étant membre du site, que je me suis rendu compte de toutes les possibilités qu'on pouvait y avoir, qu'on soit photographe, modèle ou graphiste. C'est comme ça un peu que j'ai rejoint cette communauté. Bon, par hasard, sur les conseils d'une amie. Malheureusement non, pas beaucoup, parce que c'est vrai que c'est devenu un petit peu compliqué. Les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'importance, je dirais, dans la façon dont les artistes mettent en avant leur travail. Et du coup, les communautés ont tendance à en pâtir un peu. Je trouve que maintenant, on est un petit peu plus égocentré, on est plus sur nos Insta, nos Facebook, plutôt qu'être en train de donner des commentaires ou de soutenir les autres artistes. Au niveau communautaire, à part DeviantArt, je ne connais pas grand-chose. D'ailleurs, si tu as des bons plans, je prends aussi, parce que c'est vrai que c'est plus... DeviantArt avait énormément changé aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. C'est vrai que c'est difficile maintenant au niveau communauté. Alors il y a ArtStation, mais c'est pour les gens qui sont plus dans l'illustration numérique. Behance aussi, mais qui est plus professionnel. Donc tout dépend de la façon dont on veut présenter son travail aussi. Moi je reste sur DeviantArt parce que ça reste assez convivial, qu'il y a énormément de gens qui suivent mon travail là-bas et que pour l'instant je m'y sens encore bien, mais c'est vrai que ça peut être amené à évoluer, je pense. Ça reste un site qui est intéressant, mais qui est devenu énorme, donc je pense que maintenant ça va être très compliqué pour les gens qui veulent s'inscrire maintenant pour faire sortir un petit peu leur travail du lot, c'est pas évident. Première chose, il faut faire ce qu'on aime. Pas chercher à imiter quelqu'un, pas chercher à faire quelque chose qui ne nous ressemble pas ou à faire quelque chose qui est à la mode. Il faut d'abord faire ce qu'on aime, même si c'est pas très porteur, même si c'est très dark, même si ça plaît pas beaucoup. Il faut vraiment être fidèle à soi-même et faire ce qu'on aime. C'est vraiment le premier conseil que je peux donner. Parce que je sais qu'à un moment, je suis arrivée à un moment de ma carrière où j'étais amenée à faire des trucs très dark qui me ressemblaient plus. Et je me suis dit, là, je suis en train de me perdre un peu et les gens me suivent plus non plus. Quand je faisais trop de pochettes métal, à un moment, c'était plus du tout moi. Et donc, c'est important, vraiment de rester fidèle à soi-même, faire ce qu'on aime. Et puis après, se faire un bon site, un bon portfolio. C'est la base, il n'y a pas 50 solutions. On peut se servir des réseaux sociaux aussi qui aident pas mal, mais je dirais un bon portfolio bien pro, c'est la base, acheter son nom de domaine, se faire un domaine et puis après, pas hésiter à démarcher.
il ne faut pas hésiter. Alors je sais qu'au début moi je ne l'ai pas fait énormément parce que j'avais pas énormément confiance en ce que je proposais, mais je pense qu'avec le temps et la façon dont maintenant les échanges peuvent se faire, je crois que c'est plus simple avec Facebook, avec Instagram. Il ne faut pas hésiter à démarcher les groupes, les maisons d'édition, tous les gens qui peuvent être susceptibles de pouvoir travailler avec nous. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Maintenant, si j'ai envie d'envoyer un mail à un chanteur que j'aime, ou voilà, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, j'aurais jamais pu contacter n'importe qui de cette façon. Maintenant, je peux voir ce que mange Axel Rose au petit déjeuner. Et, il y a une vingtaine d'années, j'aurais pas pu. Donc, je pense que les nouvelles technologies peuvent vraiment aider aussi quand on débute. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Ça facilite énormément les rapprochements entre ceux qui ont besoin d'illustrations et ceux qui les produisent. Donc, je dirais vraiment d'y aller à fond. Et, ouais. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, ça a été un plaisir. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt.